On l'a comparée à l'enfer. C'est une terre aux multiples dangers, où la vie ne tient qu'à un fil. Mais les créatures qui la peuplent ont adopté des stratégies de survie incroyables. Cet endroit, sûrement le plus inhospitalier du monde, n'est autre que le désert du Sahara. On dit que personne n'échappe à la loi du désert. Le spectre de la désolation hante un monde rocailleux au sable brûlant. Aucune région au monde n'est plus chaude ni plus aride que le Sahara. Les différentes formes de vie que l'on y rencontre dépendent d'un trésor sans prix, l'eau. Au Sahara, un proverbe dit « Les bonnes années donnent, les mauvaises années reprennent ». Depuis plus d'un millénaire, les habitants de ce désert immense sont parvenus à survivre en restant en mouvement, dans une quête incessante de nourriture et d'eau. Si certains peuples ont choisi de vivre en nomade, des animaux ont opté pour la sédentarité. Ces fennecs ont donné naissance à une portée. Ce sont les chiens sauvages les plus petits de la planète. Et le Sahara est leur univers. Le monde que ce jeune fennec de 6 semaines découvre à 2 pas de sa tanière n'est que surprise et émerveillement. Ce hérisson partage son univers. Hélas, sa carapace recouverte de piquants en fait une proie peu désirable. Ce couple de fennecs restera toujours soudé. Mais les petits, eux, quitteront le domicile parental après l'été. Tout comme les hérissons, les jeunes fennecs sont adeptes de la vie nocturne. Le jour, ils doivent chercher un refuge où se protéger du soleil. Leur pelage couleur sable leur tient lieu de camouflage et leurs grandes oreilles leur servent à évacuer les excès de chaleur. Ils vont ainsi pouvoir somnoler toute la journée près du terrier. Leurs parents, quant à eux, s'accordent un peu de répit avant de s'attaquer aux tâches ingrates qui incombent aux chefs de famille. L'été, la chaleur du Sahara atteint son paroxysme. Chacun vit alors à ses risques et périls. Sous une température dépassant les 54 degrés Celsius, tout déplacement s'effectue à un rythme très lent. Sur des dunes qui semblent vibrer sous la chaleur et dans les plaines aux pierres surchauffées, les mirages dansent au milieu d'un paysage brûlé par le soleil.
Sous un ciel sans nuages, la terre s'embrase. Sous cette mitraille de feu, la vipère à cornes interrompt sa chasse pour se mettre à l'ombre. Rester au soleil revient à s'exposer à la colère du djinn, le capricieux esprit des sables qui détient droit de vie ou de mort sur chacun. Il unit le ciel et la terre dans son étreinte, orchestre l'affrontement des éléments et change de forme selon ses humeurs et ses envies. Celui qui parvient à survivre à l'été devra se soumettre à sa tyrannie. Sous ces rochers torrides, un minuscule rat à trompe tente de se protéger de la colère du djinn. Dans les dunes, un lézard moniteur, pourtant le reptile le plus résistant à la chaleur saharienne, interrompt sa chasse pour se protéger du soleil suffocant. Dans cet univers où la pluie peut se faire attendre pendant plus d'une décennie, la moindre goutte d'eau est un cadeau sans prix. Et c'est avec beaucoup de déférence et un peu de regret que les Bédouins contemplent le précieux liquide qui s'évapore sous les rayons du soleil. Chez les peuples nomades, l'eau représente l'élixir de l'âme. Offerte à l'homme assoiffé, elle est bien plus précieuse que 1000 chameaux. Au Sahara, les lacs sont rares et peu profonds. Ils ne résistent pas au soleil. Alors, les tribus nomades partent pour des pâturages secrets et des sources qu'elles sont seules à connaître. En suivant le soleil, elles naviguent sur cette mer de sable sans piste ni signalisation. Leur départ ne perturbe guère ceux qui vont rester sous l'offensive de la chaleur. L'aigle, qui évolue dans l'air plus frais du ciel, peut narguer l'antilope, condamnée à arpenter le sable brûlant.
Perché au sommet de ce djebel brûlant et desséché, l'aigle bénéficie encore d'un peu de fraîcheur, contrairement à ceux qui rôdent en pleine fournaise. La gerboise est une proie potentielle pour la hyène rayée. Animal à la fois prédateur et charognard, la hyène chasse également les gazelles d'Orca. Mais quand il fait si chaud, on réfléchit à 2 fois avant de faire le moindre effort. Il va certainement falloir pourchasser la gerboise avant de l'attraper, et ce rongeur ne vaut pas un tel effort. Quant à l'antilope, ses cornes meurtrières sont définitivement dissuasives. La chaleur accablante contraint même la hyène à s'intéresser aux éclopés ou aux malades, et à laisser les plus robustes vivre leur vie. Dissimulée derrière les dunes, elle décide de surveiller le troupeau de gazelles. Les 2 adversaires de ce jeu meurtrier s'observent sans relâche. Grâce à son odorat, la hyène vient de repérer une victime du plus grand meurtrier du désert, le soleil. Dans le cycle de la vie, au Sahara comme ailleurs, les morts s'offrent aux vivants, tandis que ceux qui survivent continuent d'avancer. En quête de nourriture et d'eau, ce groupe de gazelles va parcourir des milliers de kilomètres sur le sable brûlant du Sahara en direction du nord. Elles iront jusqu'aux montagnes de l'Atlas, où la fraîcheur des hautes plaines recèle la promesse de verts pâturages. Taraudées par la faim, elles devront endurer une longue et pénible marche. Des vautours égyptiens leur tiendront compagnie. Dans ce paysage lunaire dépourvu de toute forme de vie, le désert n'offre ni refuge, ni nourriture à ces créatures affamées. Pendant plus d'une semaine au cours de laquelle elles ne pourront pas s'alimenter, elles devront compter sur leurs réserves de graisse pour parvenir au terme de leur voyage. Le djinn, l'esprit du désert, guidera les voyageuses fatiguées et les conduira à travers la chaleur et la poussière jusqu'au contrefort lointain des montagnes de l'Atlas. Depuis plus de 1000 ans, le djinn surveille ses innombrables enfants dans le pèlerinage exténuant qui les mène aux murs de pierre qui se profilent à l'horizon. Il les suit pas à pas.
Il hante leurs rêves et il comprend leur douleur. Autrefois, seuls les animaux peuplaient cet immense territoire. Mais depuis, les rivières de la vallée qui leur fournissaient de la nourriture et de l'eau sont exploitées par d'autres. Le long des cours d'eau qui serpentent jusqu'au grand désert du Sahara, la moindre parcelle arable est utilisée pour la plantation de palmiers dattiers et la construction d'habitations en terre séchée. Dans cet espace surpeuplé, il n'y a pas de place pour des gazelles sauvages. Même si au fil du temps, la modernité a rattrapé ces villages établis près des oasis, il n'en demeure pas moins le témoignage d'une époque révolue. Mais nos gazelles ne sont pas au bout de leur voyage. Comme un mirage, la terre promise des neiges de l'Atlas se devine à travers les brumes de chaleur du désert saharien. Notre groupe de gazelles a échappé aux embûches du désert. Mais un plus grand danger les guette sur les flancs du massif montagneux. Les premiers géographes arabes pensaient que ces montagnes étaient les limites de la Terre. Aujourd'hui, l'automne les recouvre de ses couleurs chatoyantes. C'est une région qui est fière de la richesse de sa faune et de sa flore. Au-dessus d'une vallée colorée d'or des contreforts de l'Atlas, un jeune mouflon traîne à l'arrière de son troupeau. Les brebis et les béliers viennent de se désaltérer dans les ruisseaux de la montagne. Ils grimpent vers les hauts plateaux où ils seront plus en sécurité. Mi-chèvre, mi-brebis de montagne, l'imposant mouflon peut s'enorgueillir de ses origines très anciennes, qu'il perpétue aujourd'hui dans un milieu naturel qui a pourtant bien rétréci. Le troupeau se dirige vers cette forêt de cèdres située sur une crête. À découvert, il grimpe avec une prudence acquise au fil du temps.
Les mouflons savent qu'un ennemi les observe. Le léopard de Barbarie. Ce spécimen est l'un des rares survivants de son espèce. Menacé d'extinction, le léopard de Barbarie résiste dans ce qui lui reste d'habitat naturel. Les occasions de prise sont aujourd'hui bien rares. Le léopard ne peut donc pas essuyer trop d'échecs. Tant qu'il y a des léopards, le mouflon doit faire preuve de vigilance. Capable d'escalader les pentes les plus escarpées, le mouflon accède à des zones où peu d'animaux peuvent le suivre. Mais dans les pâturages, la concurrence est rude. Ici, le macaque berbère est roi. À plus de 2400 mètres d'altitude, bien au-dessus du désert aride, ces singes robustes pullulent au milieu de grands cèdres et de chênes à feuillage persistant. Grâce à l'ingéniosité qui les caractérise, ces primates ont un régime alimentaire très varié. En automne, ils se repaissent de glands, d'insectes, de brindilles et de feuilles de chêne. Sous le regard bienveillant des aînés, les jeunes macaques profitent de la générosité des arbres dans lesquels ils jouent et du monde qui les entoure. Le mouflon, lui, en est exclu et n'a pas droit au dernier pâturage de la saison. À l'approche de l'hiver,
les macaques fourragent avec gourmandise et redoublent d'efforts pour emmagasiner un maximum de nourriture. En prévision des rigueurs hivernales qui se profilent, les jeunes comme les adultes se lancent à la recherche de pousses et d'insectes qui se cachent sous les rochers. Une fois leur récolte terminée, il ne restera plus grand-chose. Les régions restées à l'état sauvage se font rares dans les montagnes de l'Atlas. Les mouflons ont donc un choix de plus en plus limité. Alors inévitablement, leur chemin croise celui de l'ennemi redouté. Il y a très longtemps, le peuple berbère s'est établi dans ces montagnes. Depuis, le mouflon et le berger cohabitent chacun dans son univers. Comme sorti d'un roman illustré, une forteresse berbère trône dans cette vallée du Haut-Atlas. Les mouflons ignorent cet endroit, de même que les hommes ignorent le territoire des mouflons et vaquent aux occupations de leur vie quotidienne. Le ciel s'obscurcit et annonce l'arrivée de l'hiver. Tandis que plus bas le Sahara brûle, une couche de neige toute fraîche vient recouvrir la forêt de cèdres. Pour les macaques, c'est la saison de disette qui démarre. Outre la tâche consistant à prendre soin des plus jeunes, les adultes doivent trouver de la nourriture dans la forêt hivernale. Protégés du froid par leur pelage, les jeunes macaques affrontent l'hiver en toute insouciance. Ils s'ébattent sous le regard vigilant de leurs parents.
Les chutes sont parfois mortelles pour les jeunes. Cependant, elles ne constituent pas le risque majeur. Le danger est omniprésent. Il peut provenir des airs ou des terres, de l'aigle ou du léopard, qui aura repéré le petit sans protection ou l'adulte imprudent. Comment faire preuve d'une vigilance sans relâche quand on est contraint de rechercher inlassablement de quoi se nourrir? Jeunes et adultes doivent prêter attention au langage de la forêt et se fier à leur vue perçante pour repérer tout danger imminent. Le léopard poursuit sa route. Peut-être qu'il ne reviendra pas avant plusieurs semaines. L'hiver s'est emparé de la forêt et l'esprit des neiges a recouvert de son manteau blanc le royaume du léopard. Après avoir subi les assauts de l'hiver, le Sahara s'apprête à revivre grâce au printemps. Issues de la fonte des neiges, les rivières de l'Atlas s'écoulent en direction de l'est. Elles se frayent un chemin à travers les murs de roche pour déverser leurs bienfaits sur la plaine desséchée du Sahara. Le temps d'un printemps trop bref
la bordure occidentale du désert se transforme en une région détrempée de palmiers et de cours d'eau. Cette nouvelle terre d'abondance n'existera plus quand les dernières offrandes des montagnes auront disparu sous le sable. Réchauffé par le soleil du Sahara, un monde plongé dans le sommeil pendant de longs mois se réveille brusquement. Comme un aimant, cette oasis éphémère au milieu des rochers attire les nombreux riverains, assoiffés depuis de longs mois. Le lynx caracal vient se désaltérer dans cette mare, où il rencontre par hasard les crapauds de Mauritanie. Les crapauds ont intérêt à profiter du précieux liquide, car bientôt ce cadeau des montagnes aura totalement disparu. Mais sous le sable du Sahara, les ruisseaux poursuivent leur voyage sur des centaines de kilomètres. Ils permettent ainsi à la végétation de vivre sur un sol qui doit parfois attendre des décennies avant que se produise à nouveau le miracle de la pluie. Lorsque la pluie consent à se déverser sur le Sahara, on dirait qu'elle le fait avec rancœur. Dans la violence des tempêtes, certains prétendent que l'on entend les rires du djinn. Soudain, la nuit remplace le jour. Et dans un accès de rage, toutes les fureurs du ciel s'abattent sur la terre. Pour ceux qui ne sont pas habitués à la pluie, l'orage est une malédiction, une force contre laquelle ils ne disposent d'aucun moyen de défense. Les créatures habituées à la sécheresse, comme le lézard à gamme, risquent la noyade au cours d'un tel déluge. L'orage dure parfois moins d'une heure, mais ses effets peuvent être dévastateurs. Blottis à l'intérieur de leur tanière creusée sous le sable, les fennecs risquent l'inondation.
Les renards attendent la fin de l'orage avec angoisse, car un des petits manque à l'appel. Les inondations provoquées par ces averses éclairs font parfois plus de victimes que la sécheresse du désert. Même les créatures les mieux adaptées aux milieux aquatiques, comme les poissons des cours d'eau sahariens, sont susceptibles de périr étouffés dans des torrents de boue. Comme surgis de nulle part, des rivières se mettent à couler, tandis que le sable desséché du désert absorbe goulûment le nectar d'une nouvelle vie. Parsemée de lacs, la terre la plus aride de la planète offre à présent des trésors incroyables aux oiseaux de passage. Du haut de son promontoire, la fauvette de l'Atlas se désaltère, tandis que l'alouette pispolette semble surprise de voir une telle quantité d'eau autour d'elle. C'est une saison de régénérescence et de renouveau. La dachse, qui ne ressent pas la soif, ne prête aucune attention à la mare qui s'est formée au cours de la nuit. Endroit magique, les mares ne connaîtront qu'une gloire éphémère. Si pour certains la pluie est une bénédiction, pour d'autres elle est synonyme de désastre. Les criquets du désert, dont la population se développe brusquement au printemps, sont les victimes les plus touchées par les inondations. Mais chez les animaux, comme ailleurs, le malheur des uns fait le bonheur des autres. Le lézard à gamme peut festoyer et n'a que l'embarras du choix parmi cette multitude de cadavres. À la tombée de la nuit, de nombreuses autres bouches s'inviteront au festin. La musaraigne éléphant est minuscule, mais dotée d'un féroce appétit. Elle est aussi très friande d'insectes. Elle n'est pas la seule prédatrice attirée par les ravages de la tempête. Le chat des sables fait également son apparition, attiré par la présence de la musaraigne.
La période d'abondance touche à sa fin. Progressivement, l'oasis disparaît et le désert reprend ses droits. Au cœur même des dunes, le printemps a permis à la vie de fleurir. Nourries par les pluies, des fleurs sauvages éclosent au milieu du sable. Dans chaque trou où l'eau s'est accumulée, une végétation d'un vert éclatant a pu naître. Partout, les mâchoires s'activent, prenant tout ce qu'elles peuvent avant la fin imminente du printemps. Bientôt brûlées par le soleil du désert, ces splendeurs disparaîtront. La chaleur reprendra ses droits pour défier tous ceux qui navigueront sur cette mer de sable. Dans cet air pur et régénéré, le temps est venu pour les jeunes Fennecs d'affronter seuls le monde. Leurs parents les confient au djinn du désert qui se chargera de prendre soin d'eux. Depuis des milliers d'années, le djinn assiste à l'interminable cycle de la vie dans son royaume. Son domaine est immense et ses chemins périlleux. Mais celui qui ose les emprunter sait qu'il pourra trouver refuge dans ses bras. Et le djinn reconduira chez lui le visiteur perdu par-delà les dunes.